Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, au sommaire, aujourd'hui, Bien dans son job, Leave My CPF Alone. J'ai vraiment fait un effort énorme. Vous allez le comprendre, on accueille Nathanael Wright, président fondateur du Wall Street English, président de la commission des langues à France Compétences. Il dit pas de touche au CPF, on y reviendra dans quelques instants. Le Rex du mois et les séminaires de rentrée. Qui n'a pas vécu un séminaire de rentrée? On en parlera avec Caroline Ricross. Le cercle RH, les aéroports, ça redécolle. À l'heure de la reprise, on fera le point avec des experts. Alors ça redécolle sur le plan du trafic aérien, c'est un peu plus compliqué sur le plan des salariés, ceux qui sont au sol et qui organisent la vie des aéroports. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera des auto-entrepreneurs avec François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Il nous fera le point sur ces salariés qui parfois renversent la table. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, je l'évoquais, je vais parler en français évidemment, on parle du CPF. Alors vous l'avez peut-être entendu, ce compte personnel de formation, il est un peu remis en question, il est critiqué, il y a des abus. Et on en parle avec Nathanael Wright, président fondateur du Wall Street English. Alors on connaît bien cette marque, quand vous voulez apprendre l'anglais et que vous avez raté en classe traditionnelle, vous poussez la porte du Wall Street English. Et président de la commission des langues des acteurs de la compétence, qui est la fédération qui gère cette question de fond. Vous avez signé une tribune en juillet dernier, dans les Échos. Globalement, vous dites pas touche au CPF parce qu'il a rendu beaucoup de services. Expliquez-nous pourquoi ce CPF a été aussi utile, et on parlera évidemment de l'apprentissage de la langue, évidemment en particulier. Mais pourquoi ce CPF a été aussi utile? Pourquoi ça a été une révolution? Alors, globalement, le CPF, c'est l'aboutissement d'une loi qui a été passée en 2004 et qui était donc le DIF à l'époque. Le DIF est devenu CPF. Droit individuel à la formation. Voilà. Et on s'est rendu compte en 2004, les partenaires sociaux se sont rendus compte que finalement, les fonds de la formation professionnelle, quand ils étaient contrôlés par les entreprises, le fameux budget de formation de l'entreprise, ou par les OPCO, c'est-à-dire ceux qui contrôlent les branches de ces mêmes entreprises, étaient réservés au col blanc. C'est-à-dire qu'on réservait la formation aux personnes qui en avaient le moins besoin. Le message aujourd'hui du président, c'est de dire on va réserver la formation aux chômeurs, ceux qui ont le plus besoin, et donc on va accentuer. Tout le monde aura un CPF, voilà, un compte abondé de 500 € par an. Et le salarié pourra, évidemment, en péréquation du coût de la formation, pouvoir lui-même choisir, c'est ça, sur une liste de formation. Oui, alors il a deux cas de figure. Soit il a suffisamment d'argent pour acheter la formation et il l'achète, soit il l'abonde, il rajoute, mais l'État subventionne une très grosse partie du budget de la formation. Par exemple, si vous allez abandonner à hauteur de 20%, l'État en aura quand même payé 80%, et c'est du jamais vu dans le monde entier. Dans tous les autres pays du monde, il n'y a pas de telles aides à la formation. On va parler de l'anglais, ça se passe comment chez les Britanniques quand on veut se former, qu'on veut apprendre le français et qu'on veut... Comment ça marche? Il n'y a pas de CPF? On paye. Voilà. On paye sa formation. De sa poche. Oui, ou alors vous avez la chance d'avoir une entreprise qui voit suffisamment d'intérêt à vous faire parler anglais et qui donc vous... en l'occurrence français. Voilà, et qui donc vous paye votre formation en français. Un mot quand même sur les abus, parce qu'on a vu beaucoup de reportages, beaucoup de détournements du CPF, beaucoup d'entreprises à la fois voraces, et puis du harcèlement téléphonique pour aller chercher le CPF des salariés, ce qui est devenu infernal pour beaucoup. Vous le reconnaissez, enfin la fédération reconnaît quand même qu'il faut mettre... Non seulement on le reconnaît, mais on s'en plaint. On est les premières victimes. Mais il faut donner à l'État, au gouvernement, France Compétences, l'État en règle générale, un peu de temps, puisque du fait du Covid, toutes les certifications qui avaient été prévues pour parer à ce genre de problème d'organisme un peu... peu scrupuleux. Voilà. Tout ce qui avait été prévu, notamment avec une certification Calliope, n'est rentré en œuvre qu'en juin de cette année. Ça aurait dû rentrer en œuvre en 2019, mais le Covid a tout retardé. D'accord. Donc il faut laisser un peu de temps et voir ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. Il va y avoir beaucoup moins d'organismes de formation répertoriés par la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts va faire le tri, voilà, va réorganiser, va valider avec des certifications peut-être plus strictes pour accéder à ce numéro d'organisme de formation. Et puis, basculons, parce que le CPF a permis et permet encore, il faut le préciser, le CPF n'a pas disparu, vous l'avez toujours, de pouvoir se former
notamment en langue. Et il y a cette étude du cabinet Asterès sur l'apprentissage des langues, qui a été publiée à l'automne dernier, qui évoque les retombées très positives des salariés qui s'engagent dans une formation de langue, positive à titre personnel évidemment, mais aussi positive parce que c'est bon pour leur carrière, non? Tout à fait. Alors là, nous en avions un peu assez, les organismes de formation en langue, parce que tout le monde nous disait, les partenaires sociaux qui contrôlent, donc ces budgets, hein, les partenaires sociaux nous disaient, l'anglais c'est fait pour les cols blancs qui veulent partir en week-end à New York. Donc les formations de 3 jours, et voilà, et c'est eux qui avaient ce genre de formation. Donc on a fait faire au cabinet de Nicolas Bozou une étude, on lui dit, OK, démontrez-nous les retours sur l'investissement. Les retours sont énormes. Et là où je veux vraiment insister, c'est qu'aucune autre formation n'a fait ce travail de démontrer le retour de leur propre formation. Je voudrais qu'on soit précis, parce que c'est vrai que les cols blancs ont besoin de l'anglais, c'est pas contestable, mais les Jeux Olympiques arrivent. Tous ceux qui vont être les stadiers, tous ceux qui vont accueillir le public, les étudiants, ces salariés qui ne sont pas des cadres, ils vont avoir besoin de parler l'anglais. A priori, c'est juste A priori. Hein, et puis il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive également. C'est plus près de nous encore. C'est encore plus près. Et donc, mais de façon plus générale, pour quelqu'un qui parlerait anglais, c'est 4 300 € de plus par an de salaire. Donc, vous allez investir quelque chose comme 3 000 €, 2 ans de formation en général, 80% payés par l'État, et vous allez gagner 4 300 € de plus par an. À un moment où on parle de pouvoir d'achat, c'est en moyenne 2 mois de salaire de plus par an. Ça devrait quand même faire mouche. Un mot quand même sur l'avenir du CPF, parce que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là. Vous avez 2 casquettes, vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise qui est connue, qui marche très très bien, et puis vous représentez aussi une fédération. Il y a de l'inquiétude parce que j'ai vu que l'Assemblée nationale commençait à plancher sur une réforme du CPF. On le supprime, on le réaménage. Quelles sont vos informations sur ce sujet? Aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler du fait qu'on supprimait le CPF. Parce que j'ai lu ça. Donc pour l'instant, vous n'avez pas cette info. Le CPF n'est pas supprimé. Les abondements de l'État tous les ans ne sont pas modifiés. Ce que l'on cherche à faire aujourd'hui, c'est sortir ce qui ne devrait pas être financé par le CPF. Donc les organismes frauduleux qui n'ont rien à faire dans des circuits de formation. Écoutez, par exemple, vous faites de l'alpinisme en anglais. Donc l'alpinisme n'est pas certifié, l'anglais l'est, donc l'organisme rajoute de l'anglais dessus pour être certifié. Donc, et tout ce genre de pratique-là va disparaître. Donc en fait, des choses qui ne sont pas directement utiles pour le salarié, parce que l'alpinisme, ou des activités, je dirais, de loisirs purs. Et des choses qui ne sont pas directement utiles dans un but professionnel. CPF, ça doit être professionnel. On préserve le CPF, on le réorganise, on le nettoie de ces scories. Pour vous, aujourd'hui, en termes d'activité, là je me tourne vers le chef d'entreprise, il y a une poussée des Français, des salariés, et pas que des cols blancs, à apprendre l'anglais. Est-ce que quand ils poussent la porte de l'établissement, ils vous disent, écoutez, moi j'ai fait 10 ans d'anglais et je suis nul? C'est terrible comme constat quand même. Alors on a fait une étude justement pour France Compétences qui, malheureusement, dans ces logiques de réduction de budget, penserait à ne plus financer les moins bons en anglais, en disant, finalement, ils sont trop loin d'un niveau de professionnalisation. Donc on les lâche. Donc les nuls, tant pis pour eux. Nous, on pense que c'est exactement le contraire. On va aider ceux qui sont les moins bien formés. C'est ce que le président a réclamé. Donc on a fait cette étude et il y a quand même un Français sur 2 qui vient chez nous, qui est testé chez nous pour connaître son niveau et qui a moins qu'un niveau débutant. C'est un Français sur 2. Après, on peut le rappeler, presque 10 ans d'apprentissage, 8 ans d'apprentissage de l'anglais, collège, parfois même primaire, jusqu'au bac. Et si vous allez sur ce terrain-là, apprendre l'anglais à Wall Street par rapport au coût mis par l'éducation nationale pour apprendre, ça coûte 3 fois moins cher. Ça sera le mot de la fin. À méditer cette réflexion sur ce qu'on engage évidemment dans nos actions régaliennes et de leur efficacité. Merci Anatel Wright d'être venu sur notre plateau, fondateur du Wall Street English et président de la commission des langues, justement des acteurs de la compétence, qui est la fédération évidemment qui travaille la main dans la main avec les pouvoirs publics. Merci de nous avoir rendu visite. On fait pas une pause, non, on enchaîne évidemment avec Caroline Ricross, avec le Rex du mois, les séminaires. Je ne sais pas si Wall Street vous le faites, mais les séminaires, c'est parfois pas toujours un moment super drôle. On en parle tout de suite. Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels.
Le Rex du mois avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va? Je vous vois comme ça un peu abattu là. Vous allez nous parler des séminaires. Ben non, pourquoi? Comment ça abattu? Je me tiens droite. Droite, c'est bien les séminaires ou pas? Eh ben c'est surtout, est-ce que surtout c'est une bonne ou une mauvaise idée d'en organiser un dans son entreprise? D'abord, les professionnels du secteur remarquent en tout cas que depuis quelques mois, les séminaires reviennent un peu dans les entreprises depuis le mois de mars dernier apparemment. Et d'habitude, la rentrée, c'est quand même pas vraiment le moment pour organiser un séminaire. On le fait plutôt au printemps. Mais là aussi, les professionnels du secteur constatent en tout cas que l'activité reste élevée en ce mois de septembre 2022. Il faut dire quand même qu'entre deux rentrées compliquées, avec la crise sanitaire, le télétravail qui découle de cette crise sanitaire, motiver et ressouder ces équipes à la rentrée, ce n'est pas mince à faire. On le sait, l'été est quand même déjà une période de relâchement. On en a d'ailleurs parlé lors de la première chronique de la saison. Pour tous les collaborateurs de l'entreprise, les clients aussi partent en vacances, les commerciaux sont en vacances. Pour lancer la machine. Voilà, le séminaire est un peu le moment idéal pour donner une nouvelle impulsion et remotiver ces équipes pour l'année qui arrive. De même, rassembler l'ensemble des collaborateurs, c'est également le moment parfait pour faire passer des messages ou encore mobiliser les équipes sur un projet commun. D'ailleurs, le gouvernement lui-même a organisé une journée séminaire le 31 août dernier. Le classique séminaire de rentrée. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas... On va parler de différents séminaires. Juste un mot, quand vous dites séminaire, vous parlez de team building ou pas? C'est la même chose? Oui, c'est la même chose. On est d'accord, hein? C'est la même chose. C'est pour éviter l'anglicisme. Vos conseils, les conseils pour justement réussir son séminaire de rentrée? Eh bien d'abord, avant de se lancer dans la recherche du lieu ou encore de réfléchir aux activités que vous allez mettre en place pour vos collaborateurs, est-ce qu'il faut d'abord que vous réfléchissiez un peu aux objectifs de ce séminaire? Est-ce que l'idée, c'est de la formation, de l'information ou encore de la réflexion de vos collaborateurs sur l'entreprise? Ou alors, c'est plutôt de fédérer, de rassembler, de remotiver justement vos équipes après les vacances d'été? Selon l'objectif, le lieu et les activités vont être différentes. Dans un premier cas, vous allez peut-être choisir plutôt un endroit calme, un endroit aussi où il y a des salles de réunion, puisque l'idée est de réfléchir. Dans le second cas, eh bien là, vous allez essayer de trouver un endroit un petit peu plus convivial. Discothèque, saut en parachute, non mais c'est tous ces sujets-là. Un peu plus convivial. Mais cela dit, rien ne vous empêche également de conjuguer un peu les deux objectifs, à la fois de la réflexion et à la fois un peu d'amusement pour remotiver les équipes. C'est souvent on bosse un peu et on s'amuse aussi. C'est ça. En tout cas, vous l'aurez compris, le lieu du séminaire a forcément son importance. Trouver un lieu qui sorte peut-être de l'ordinaire, c'est la clé de la réussite de votre séminaire. L'idée, en fait, c'est de trouver peut-être un lieu où vos collaborateurs n'auraient pas eu l'idée forcément eux-mêmes d'aller. Un endroit propice à la détente, un bel environnement, adapté aussi peut-être aux contraintes et aux âges de vos collaborateurs. Par exemple, si vous êtes une jeune start-up, peut-être que vous n'allez pas faire les mêmes activités que si jamais vous êtes dans une entreprise du CAC 40. Oui, c'est effectivement pas la même chose. Quand même, ne pas hésiter, ça c'est important de le préciser, parce qu'on ne jette pas comme ça dans un séminaire tête baissée, de se faire accompagner par des professionnels. Ben oui, parce que préparer un séminaire, ça demande quand même de l'organisation et du travail. Temps, c'est ça. Et puis souvent, la personne qui s'en occupe au sein de l'entreprise garde quand même cette tâche habituelle. Donc en effet, n'hésitez peut-être pas à faire appel à des entreprises spécialisées, parce que l'avantage, c'est qu'elles prennent tout de A à Z, du transport par exemple au repas pendant le séminaire. Et puis l'autre idée également, c'est imaginons la météo n'est pas très clémente et vous avez choisi de faire une activité en extérieur. Là, l'entreprise a peut-être un plan B à vous proposer. Ça évite le stress et puis ça évite également le mécontentement de vos collaborateurs. Alors, si jamais vous n'avez pas le choix et que vous ne faites pas appel à une entreprise professionnelle spécialisée dans le secteur, pensez quand même pour vos activités toujours à un plan B, si jamais le temps n'est pas génial. Le gymnase au bout du village, c'est ça. Au cas où. Et les activités, alors, parce que je l'évoquais, je l'ai survolé, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des classiques dans les team building séminaires. Des activités en équipe, forcément. Parce que l'idée, c'est quand même de ressouder, de rassembler votre équipe. Alors, on peut mettre en place, par exemple, les habituelles Olympiades ou alors un escape game. Autre idée, une activité rafting pour un peu plus de sport. Les entreprises spécialisées dans le secteur, en tout cas, redoublent d'imagination pour tenter d'organiser vos séminaires. En réalisant cette chronique, je suis par exemple tombée sur une idée qui propose un séminaire à la Pékin Express. Vous savez, ce fameux jeu télévisé
parcours, on a un sac à dos. C'est ça. Alors l'idée, c'est quoi? Vous donnez 1 euro à chacun de vos collaborateurs et ils doivent se rendre sur le lieu du séminaire par leurs propres moyens. Là, c'est une bonne idée. Stop, etc. Forcément, là aussi, c'est en équipe. Une autre idée. Il y a un manager qui surveille ou... Il n'y a pas de manager, vous mettez en équipe et puis c'est les premières équipes qui vont arriver. Un autre exemple, c'est à Chartres, une entreprise qui est spécialisée dans la cohésion d'équipe, qui propose des journées d'entreprise où alors là, quasiment tout est réalisable. La seule limite, en fait, c'est un peu l'imagination de l'entreprise. Alors, par exemple, ils proposent des parcours en buggy, du ball trap, des résolutions... Du ball trap. Je connais le ball trap. Non, et le buggy aussi, vous savez ce que c'est? Ah, bien sûr, je connais le buggy, mais... c'est des voitures qui veulent... Avec des balles. Ah, d'accord, ok. Des résolutions d'énigmes, des immersions en réalité virtuelle, ou même, alors là, incroyable, un baptême en avion de chasse. Ouais. Tout est réalisable, ou presque. Mais à condition de payer. À condition de payer, bien sûr. Oui, parce que ça dépend aussi évidemment du budget de l'entreprise. Du budget de l'entreprise. Il faut préciser que ça a quand même un coût pour l'entreprise. Un bon coût. Quand même les tendances, parce qu'il y a un peu une mode dans les séminaires. Oui. C'est quoi un peu les tendances là? Et bien là aussi, les spécialistes du secteur constatent une hausse de ces conventions en journée plutôt qu'en soirée. Finalement, il y a de moins en moins de soirées. Justement, ils ont été interrogés dans le journal Le Parisien en début de semaine. Ils évoquent l'apparition en fait de 2 tendances. Aujourd'hui, d'abord, la priorité pour les entreprises, c'est d'organiser un séminaire qui est à la fois convivial, mais qui est également respectueux de l'environnement. Oui. En fait, l'idée, c'est pas besoin de partir à des kilomètres pour faire quelque chose de sympa. En gros, pour organiser leur séminaire, les entreprises en fait privilégient désormais la proximité géographique. L'idée, en fait, c'est de prendre le train plutôt que de prendre l'avion. Vertueux. C'est ça. Et puis l'autre tendance, c'est la campagne. En fait, les destinations nature sont en hausse. Par exemple, un gîte en pleine nature ou encore dormir à la belle étoile avec ses collègues. Sympa. Ça marche. Peut-être en fait un besoin de se retrouver, de se reconnecter avec ses collègues et puis la nature après 2 années compliquées. Et puis après, il faut se répartir dans les tentes quand même. Oui, alors ça, je ne suis pas allée jusque... Mais oui, non, mais toutes ces questions sont pratiques. Oui. C'est-à-dire qu'on ne dort pas dans une tente collective. Oui, merci Caroline Ricross d'être venue nous rendre visite pour ces séminaires avec des tendances, avec un coût et des professionnels qui seront capables de vous accueillir. Merci Caroline, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ce sera la pause café. Tout à fait. On se retrouve pour une pause café. On fait une courte pause, on s'intéresse à l'aviation. Je vais faire un vilain jeu de mots, ça redécolle évidemment. Vous l'avez peut-être vu en allant dans les aéroports. Et oui, les passagers sont là. Oui, les avions sont là. Quelques difficultés pénuriques sur les salariés qui vous accueillent, qui gèrent les bagages. Il y a un vrai sujet aujourd'hui. Puis on parlera du climat évidemment, parce que les avions, notamment les jets, sont pointés du doigt. On en parle avec des experts dans le cercle RH. C'est juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien sur Smart Job, on parle du secteur aérien. Vous l'avez peut-être vu, le secteur redécolle pour faire ce vilain jeu de mots. Alors, on va revenir dans le détail parce que ça marche bien. Les passagers étaient dans les aéroports cet été, ça a plutôt bien fonctionné. Il y avait des pilotes, il y avait des avions. C'est plus compliqué sur l'organisation aéroportuaire parce que là, il y a des pénuries de main-d'œuvre. C'est un peu vrai dans tous les secteurs et on va faire le point parce qu'il y a 1 an presque, jour pour jour, on avait fait une émission ici et c'est vrai que le secteur faisait grise mine. Les avions étaient au sol. ADP s'était séparé de 30 000 collaborateurs. Là, c'est vrai que les gens retrouvent le sourire et c'est un secteur qui repart. On en parle avec mes invités. Francis Massé est avec nous. Vous étiez déjà là il y a 1 an pour l'émission que nous avions faite. Directeur pédagogique de l'Université du transport aérien UTA. Merci d'être avec nous. À l'ENAC, qui est une école bien connue. On vous écoutera parce que vous étiez un petit peu pessimiste ou optimiste. Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez il y a 1 an ? Moi, je m'en souviens. Il y a 1 an, la situation a été difficile. On n'avait quand même pas beaucoup de visibilité. Et vous étiez optimiste de mémoire. Vous disiez, contrairement au Cassandre, oui, l'aérien a encore de l'avenir. Je me rappelle très très bien. Oui, tout à fait. Je persiste. Je pense que le transport par air demeure un élément, un vecteur important de la mobilité nationale, européenne et internationale. Et je crois que, oui, l'avion a un avenir, surtout que, on en reparlera sans doute, mais je ne connais aucun grand acteur du secteur aérien qui est contre la décarbonation. Je crois que on va y venir. Tout le secteur est engagé vers
un service de l'avion propre. À vos côtés, Nicolas Policène. Bonjour Nicolas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Délégué général de l'UAF, l'Union des aéroports français. J'évoquais la pénurie de main-d'œuvre. On parlera des pilotes et on parlera de l'organisation de ces aéroports qui sont des entreprises à part entière. On fera le point avec vous dans quelques instants. Et puis Laurent Timsit, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le délégué général de la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Je dirais que vous vous emboîtez les uns aux autres parce qu'il y a des éléments communs. D'abord, un petit mot sur les jets, comme ça on va régler l'affaire tout de suite. C'est monté très fort cet été, cette histoire de jets, puis c'est revenu dans l'actualité sénatoriale, puisqu'elle ne nous a pas échappé, que les sénateurs écologistes avaient déposé une proposition de loi pour limiter, voire même interdire, me semble-t-il, ces jets. Ça vous dit quoi? Est-ce que ça vous choque, ce débat posé par les jets, l'idée qu'on utilise ce jet pour faire des déplacements presque pour aller faire ses courses? D'abord, je crois qu'il faut signaler que le débat est très confus. Il faut savoir aussi ce qu'on entend derrière jet privé. Et si on veut réduire l'aviation privée à quelques personnalités aisées qui utilisent l'avion pour des raisons personnelles, c'est faux, parce que derrière, vous avez ce qu'on appelle l'aviation d'affaires et qui joue un vrai rôle dans le désenclavement des territoires, d'abord, et puis également dans le développement économique et social des territoires. Et on pourra en reparler plus longuement. Et ce que l'on peut regretter, c'est qu'effectivement, on voit fleurir des propositions de loi sans même que les différents acteurs aient été consultés au préalable, ce qui nous aurait peut-être permis d'ailleurs d'éviter quelques erreurs d'appréciation. Le ministre des Transports lui-même du gouvernement est monté au créneau. Alors je crois qu'Emmanuel Macron l'a recadré, si j'ai bien lu. En tout cas, il avait pris des positions assez radicales à l'égard de ces jets qui donnaient l'impression comme ça qu'il y avait une sorte de petite élite qui se déplaçait en avion comme il le voulait et qui polluait la planète. Oui, alors peut-être. Enfin, ça mérite effectivement de rappeler quand même un certain nombre de choses. C'est-à-dire, l'aviation d'affaires, c'est 243 000 vols par an en France, c'est 100 000 emplois, c'est essentiellement vraiment des gens qui se déplacent pour des motifs affaires, sur des liaisons pour lesquelles d'ailleurs il n'y a pas d'autres alternatives la plupart du temps. Donc il y a une véritable réalité économique derrière. Après, il y a effectivement un enjeu de décarbonation, mais qui est un enjeu de décarbonation de l'ensemble du secteur aérien. Et là encore, deux choses sur ce sujet. La première, c'est que ça sera sans doute un des premiers secteurs à se décarboner, l'aviation d'affaires, parce que c'est des plus petits avions, donc pour lesquels... Plus facile, techniquement. Voilà, techniquement. Il y a un enjeu technique. Techniquement, il y aura des solutions plus faciles et plus rapides à mettre en œuvre. Sur le plan technologique, et puis après... Donc vous dites, allons-y, chiche, avançons sur ce sujet. Puis, on a un autre regret, s'agissant de l'aviation d'affaires, c'est qu'aujourd'hui, s'il y avait des carburants aéronautiques durables, donc on pourrait faire voler tous ces avions sans émission de CO2. C'est l'enjeu. Et l'enjeu, supprimer le kérosène pour mettre un carburant vert. L'enjeu aujourd'hui, c'est la disponibilité de ces carburants aéronautiques durables. L'aviation d'affaires sont plutôt aussi des gens qui ont les moyens et donc qui cherchent à utiliser ces carburants d'absorber le surcoût, parce que c'est un surcoût. Et aujourd'hui, très concrètement, sur les plateformes où ils opèrent, ils n'en trouvent pas assez. Si l'État veut jouer un vrai rôle dans la décarbonation de l'aviation d'affaires, il faudrait qu'il incite à la production de ces carburants aéronautiques durables. Nicolas Policin et évidemment Francis Massé et vous, Laurent Timsit, les chiffres, là, c'est des chiffres ministères. 3,1 millions de passagers à Paris-Orly, ça c'est tiré des flux qui atteint 99% du niveau de juillet 2019. Et pour Paris-Charles de Gaulle, et c'est un chiffre intéressant, 81, c'est un peu plus faible, de sa fréquentation d'avant-crise, donc on n'a pas encore atteint le maximum. On parlera de la Chine, qui reste toujours un pays fermé, ou presque, avec 6 millions de passagers. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la crise Covid est derrière nous ? Non, on ne peut pas l'affirmer comme ça, mais il est vrai que sur certaines plateformes, le trafic de 2019 a été atteint, voire même dépassé pour certains aéroports. Je peux citer l'aéroport de Beauvais ou les aéroports corses. En revanche, au niveau global, où il y a des low-cost, évidemment, au niveau global, il faut quand même être prudent. Si je reprends les chiffres du premier semestre de cette année, on est sur les aéroports français à moins 26% de trafic par rapport à
à 2019. Et les perspectives 2022 pour l'ensemble de l'année, on serait à moins 20% quand même par rapport à 2019. Donc on voit qu'on est encore dans une phase de reprise et il faut rester très prudent parce que si l'été a été bon, on ne sait pas du tout comment l'automne va être. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. De nouveau, le Covid revient dans la... En particulier à la crise politique, crise en Ukraine et d'autres facteurs qui peuvent encore jouer sur le trafic aérien. Il y a un effet, parce qu'on traite de l'emploi, parce que le secteur aérien crée de l'emploi, beaucoup d'emplois directs et indirects. On recrute des pilotes, Francis Massé, parce que ça, c'est vous accompagnez évidemment la pédagogie autour de la formation de ces pilotes et de cette école, l'ENAC, à travers l'UTA. On recrute, les compagnies recherchent des pilotes. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de remplir les avions. Puis au même moment, on voit des aéroports qui disent « nous, on ne trouve plus de bagagistes, on ne trouve plus de personnel sur le terrain pour pouvoir accueillir, accompagner les passagers ». Comment vous regardez ce paradoxe ? Alors d'une part, simplement rappeler d'abord que l'ENAC est une grande école française, européenne. L'une des plus célèbres, j'ai envie de dire. De rang international. Et sa singularité, c'est qu'elle forme à la fois des contrôleurs aériens, des ingénieurs du transport aérien et des pilotes. Et des contrôleurs aériens. Donc, pas de souci de pénurie d'emploi et on les prend dans l'école. De ce point de vue-là, il y a une dynamique qui permet à ces trois métiers forts du secteur aérien de travailler ensemble, de se connaître culturellement. Ensuite, sur la question de la pénurie, il y a plusieurs aspects qui peuvent être posés. D'une part, on parle beaucoup des personnels au sol, et c'est vrai qu'il faut s'interroger, mais c'est vrai aussi du domaine des apprentis dans la construction aéronautique, etc. Exactement ça. Il y a de vrais sujets de recherche de compétences, et donc là, il y a un enjeu fort. Il y a un enjeu fort en matière de formation professionnelle continue et évidemment de formation initiale. J'ajoute... Et d'attractivité de ces métiers. Exactement. Et j'ajoute là-dessus qu'il faut quand même s'interroger de façon tout à fait lucide sur le pourquoi aussi qui fait que ces gens manquent. Il y a depuis 5-6 ans des sondages, des baromètres qui sont faits notamment par Hemming sur le taux d'absentéisme qui montrent que le taux d'absentéisme est important, notamment en France, et qu'il s'explique pour partie à 50% par la perte d'engagement. Donc on a un vrai, et je termine par là, il y a un vrai sujet de gouvernance, un vrai sujet de management des ressources humaines. Transversal à beaucoup de secteurs. 45% transversal à tous les secteurs. C'est pas spécifique à l'aérien, mais ça concerne aussi l'aérien. 47% des salariés aujourd'hui, selon un sondage, le même sondage que j'ai cité, souhaitent ou changer de travail, voire changer d'entreprise. Je tourne vers vous, puis je vous donne la parole, parce que là, c'est les métiers, et ça vous concerne directement, c'est-à-dire, on voit le prestige de l'uniforme de pilote, ça, il n'y a pas de souci, copilote. Pour le reste, c'est plus compliqué. Comment vous rendez ce métier attractif ? C'est des métiers difficiles, il faut quand même le voir. Quand on est sur un tarmac, on voit ces hommes qui déchargent des bagages, c'est compliqué, il faut aller vite, il faut travailler juste, il ne faut pas faire d'erreur. Il y a une difficulté sur ces sujets-là. Non, alors l'attractivité, c'est un vrai sujet. Cela dit, il faut quand même remarquer que pendant la crise Covid, et aussi, alors là, grâce à l'action du gouvernement, avec l'activité partielle, mais il y a eu un taux de rétention assez fort, quand même, des effectifs dans les entreprises d'assistance en escale, les aéroports, les compagnies aériennes. Sinon, c'était terrible. Voilà, et donc, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils ont trouvé des opportunités ailleurs ou parce qu'ils arrivaient à l'âge de la retraite. Donc, naturellement, il y a ou une lassitude du métier aussi. Ou une lassitude du métier, mais... En grande partie, les gens sont plutôt restés fidèles à l'aérien. Non, je m'autorise de dire ça pour être concret, le temps presse, mais il y a eu ces pertes de bagages, il y a eu des bagages perdus, Air France s'est excusé. Tout ça montrait, indépendamment de la qualité de service en vol, qu'il y avait des difficultés au sol. Est-ce que vous le constatez ? Est-ce que vous dites oui ? J'exagère ou pas ? Il y a eu effectivement des difficultés, notamment en juillet, difficultés qui se sont résorbées courant août, mais les difficultés que les voyageurs ont pu rencontrer sur les aéroports français ne sont absolument pas comparables avec ce qui a pu être vécu avec les voyageurs sur d'autres aéroports européens. Il faut se comparer parfois. Voilà, à Londres Heathrow ou à Amsterdam. Et touché par les mêmes problèmes en fait. Alors, en fait, empire, parce que là, les sous-effectifs étaient beaucoup plus importants. Vous savez que dans certains aéroports européens, il a fallu demander aux compagnies aériennes d'annuler des vols, ce qui n'a pas été le cas en France. Donc, nous avons pu assurer dans les aéroports les services. Voilà, donc il y a eu des difficultés, mais on n'a pas supprimé
jamais de vol et donc on n'a pas contraint la reprise du trafic aérien. J'en profite parce qu'on parle emploi. On se souvient du patron d'ADP qui avait fait une déclaration très émouvante à la télévision en disant « Je n'ai pas le choix, je dois rompre un certain nombre de contrats parce qu'il n'y a plus d'activité sur nos sites aéroportuaires ». On en est où là, chez ADP ? Alors écoutez, ça je ne peux pas parler pour ADP, moi je peux parler pour l'ensemble du secteur. Est-ce que les chiffres sont venus ? Sous-effectifs à 10% à peu près. Sur l'ensemble du secteur. Donc il faut rappeler quand même que les aéroports, c'est un écosystème complexe. Vous avez les exploitants d'aéroports qui jouent le rôle d'animateurs opérationnels de la plateforme, mais vous avez aussi les assistants en escale, la sûreté aéroportuaire, le commerce du voyageur, beaucoup d'acteurs, retail, énormément d'acteurs. Mais sur les métiers comme l'exploitation aéroportuaire, l'assistant en escale, la sûreté, on est à peu près à des sous-effectifs de 10%. Et donc les aéroports ont fait le maximum pour pouvoir rendre les services ça rigole pas quand même 10%, et aux passagers. Non, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on était en fait sur un fil tendu et que s'il y avait eu le moindre incident, ça aurait été beaucoup plus difficile à réagir. Non, je crois qu'il faut vraiment rendre hommage quand même au système du transport aérien français qui a malgré tout plutôt bien fonctionné cet été. Résilient. Ouais, je trouve. 6 000 annulations de vols chez Lufthansa, 10 000 chez British Airways. Il n'y en a pas eu dans les compagnies françaises, donc globalement, ça a bien fonctionné. Et ça, c'est parce que tout l'écosystème s'est engagé pour réussir l'été. Je pense qu'on a une raison, pour une fois, d'être fier de. Non, mais c'est important de l'entendre, parce que médiatiquement, on a eu l'impression que c'était la catastrophe. C'est intéressant de voir la comparaison avec d'autres sites aéroportuaires internationaux, que vous citiez, Heathrow notamment. Pour terminer notre émission, j'en suis désolé, le débat est passionnant, j'aimerais avoir plus de temps, mais elle va où cette aviation ? Parce qu'on évoquait les jets, la question est posée sur des nouveaux collaborateurs qui viennent challenger les compagnies et qui leur disent, écoutez, moi je veux bien les travailler chez vous, mais c'est du kérosène, c'est polluant, je voudrais que vous vous transformiez. Et à ce moment-là, je viens chez vous. C'est un vrai sujet qui est posé à l'aérien, là. Juste un point avant que Laurent ne s'exprime là-dessus. Sur l'écosystème aéroportuaire, la difficulté première, c'est l'attractivité des métiers et surtout liée aux conditions de travail. Je l'évoquais. Et ça, on est un petit peu semblable à l'hôtellerie, restauration, etc. Exactement. Nous, on doit travailler sur horaire décalé. De travail et c'est un vrai défi. Voilà, travailler le week-end, de nuit, le soir, de nuit, c'est une vraie difficulté. Donc ce sujet-là est posé, il est sur la table. Il est sur la table. Il est sur la table. Travail, voilà. Francis Massé, l'avenir, je vous l'avais posé, je poserai la question à Laurent Timsit, mais vous êtes challengé à la fois par l'extérieur, par des mouvements politiques, par un mouvement de fond. On a eu des canicules et on dit attention, le kérosène est polluant, il fait partie de ces secteurs. Comment il se transforme ? Comment il se réinvente ? Alors, l'avenir se prépare dès maintenant et pour ça, l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, a une formation professionnelle phare qui s'appelle Université du transport aérien, UTA, vous l'avez cité. Et là, nous préparons l'avenir en considérant que nous devons mettre ensemble, dans le cadre d'une formation professionnelle, l'ensemble des acteurs de l'écosystème complexe du transport aérien, les aéroports, les compagnies aériennes, l'assistance en escale, qui est un élément important, très important, les avionneurs, les motoristes, les équipementiers, les ensembliers. Mais ça avance ? On avait évoqué 2025 pour les premiers avions. Nous sommes à la 6e promotion pour UTA et l'année prochaine, en 2023, nous basculons vers l'Europe. L'ENAC européanise cette formation. Et nous serons là dans un écosystème européen qu'il faut construire et consolider. Je vous pose la question, là, j'entends vous représenter des métiers, des secteurs, mais vous êtes concerné directement. L'avion sans kérosène qu'on évoquait tout à l'heure avec ces nouveaux carburants, je le prends quand cet avion ? Dans un aéroport classique, Orly-Roissy ? Alors la bonne nouvelle, c'est que les technologies actuelles, avec les avions actuels, si vous avez des carburants aéronautiques durables, vous pouvez le prendre demain matin. Donc ce que je vous disais, c'est le vrai sujet, c'est la disponibilité des carburants aéronautiques. Qui ne sont pas du kérosène. Qui ne sont pas... Pas issus du pétrole. Alors, ça sera un mélange, c'est-à-dire ça vient progressivement. Comme le E85 en quelque sorte pour les voitures. Voilà. On mélange du verre. C'est la même logique. C'est la même logique, mais l'idée c'est véritablement d'arriver à n'utiliser que ça dans le secteur aérien au travers du temps pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Et au-delà de ça, il y a d'autres solutions. Il y a les technologies, vous en parliez, donc l'électrique pour plutôt les
les petits avions. Petit volume, ouais. L'hydrogène, sur lequel il y a des recherches encourageantes. Après, il faudra voir exactement c'est une piste intéressante. Un avion à hydrogène. Mais il y a véritablement des solutions. Mais la plus immédiate et la plus évidente, c'est vraiment ces carburants. Ces fameux carburants, qui sont un hybridé, en fait, ces carburants mixtes. Vous vouliez prendre la parole sur ce sujet, parce que ça vous êtes challengé, c'est un sujet qui vous concerne. Pour les aéroports, deux défis dans les années qui viennent, décarboner nos propres activités et celles des autres acteurs de l'écosystème aéroportuaire. Et deuxièmement, préparer nos infrastructures à accueillir l'avion décarboné de demain, ce qui va être très difficile parce qu'on va faire face à une mixité énergétique qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et ça va demander des sommes considérables. On a une vraie problématique d'investissement. Ce que vous soulevez là est concret, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut pouvoir nourrir encore des avions au kérosène, parce qu'on ne va pas basculer 100%, et continuer et avoir à côté une possibilité de travailler sur des carburants mixtes ouverts. C'est ça que vous... et ça oblige à investir. À la fois l'hydrogène, l'électricité, les SAF, le kérosène. Donc c'est des travaux... Ça va demander des moyens considérables. Et nous, on est obligé de le faire maintenant, parce qu'il ne faut pas qu'on attende évidemment l'arrivée de l'avion à hydrogène pour s'y préparer. Plan de relance du gouvernement quand même, parce que ça rentre dans le plan de relance, ça. Alors pas du tout. Non, mais je pose une question naïve. Non, il n'y a eu aucun montant qui a été... Je vous vois sourire. Mais je me dis qu'après tout, c'est pas... Pour l'instant, en fait, les priorités du gouvernement, c'est la construction aéronautique, c'est justement l'avion vert de demain, ce qu'on peut comprendre. Mais les compagnies aériennes et les aéroports ne cessent de rappeler que sans aéroport prêt à accueillir cet avion décarboné, ça sera très compliqué pour les compagnies aériennes de les acheter. Mais c'est bien beau d'avoir l'avion tout vert. Voilà. Mais il faut que l'aéroport soit capable de pouvoir le nourrir, cet avion. Voilà. Francis Massé, pour conclure. Une phrase avec Bismarck, vous y contribuez. Il faut faire comprendre aux populations, aux Français, qu'il faut savoir agencer le court, le moyen et le long terme. C'est ça tout le pari. Et il y a aujourd'hui une conviction profonde des acteurs de l'aérien pour transformer l'aviation de demain vers la décarbonation. On a vu votre livre, Urgence et lenteur, et on n'a plus le temps pour ces paradoxales. C'est le titre de votre livre, Francis Massé, que vous avez sorti il y a quelques temps. Politique, administration, collectivité, un nouveau contrat. Vous ne parliez pas d'aviation dans ce livre, mais enfin, il faut aller vite maintenant, parce qu'il y a vraiment une urgence. Merci à vous, Laurent Timsit, délégué général de la FNAM, Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Attractivité, redonner envie aussi d'aller travailler sur des plateformes aéroportuaires, parce que c'est quand même des univers, ce sont des petites villes, ces aéroports. Merci à Nicolas Polissen d'être venu nous rendre visite, délégué général de l'UAF, l'Union des aéroports français. Combien d'aéroports en France d'ailleurs ? Alors on a 130 aéroports en France métropolitaine avec une piste en dur. Avec une piste en dur, parce qu'on peut aussi atterrir dans certaines zones. On peut avoir des aérodromes avec des pistes en air. C'est vrai. Et là, c'est près de 500 pistes. C'est ça, pour des aérodromes évidemment plus modestes, qui accueillent des avions, j'imagine, plus modestes. Oui, tout à fait. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. On tenait beaucoup à suivre ce dossier et on va continuer à le suivre sur l'aviation et ce secteur qui crée de l'emploi. On termine notre émission justement avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement et on parle des auto-entrepreneurs. Ça cartonne, on en parle tout de suite. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec un partenariat avec François Hurel est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, j'évoquais ce partenariat. Vous serez là tous les mois sur le plateau aujourd'hui exceptionnellement pour entamer ce partenariat. Vous êtes en distanciel. Vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Et chaque mois, François, vous viendrez, je dirais, prophétiser, nous expliquer l'intérêt, l'importance de créer sa propre entreprise, de devenir auto-entrepreneur. Parce que vous en êtes un peu les porte-voix. Ah oui, alors bien sûr, l'UAE est une association qui a été créée à l'origine du régime, en 2009. Aujourd'hui, ce sont plus de 2800 auto-entrepreneurs inscrits, 3500 chaque jour. Donc c'est un phénomène de société, un phénomène social, un nouveau regard des Français sur leur façon de travailler. Il nous a semblé important d'être présent justement sur votre chaîne et sur votre plateau pour parler à la fois des auto-entrepreneurs, et en même temps développer l'idée que les auto-entrepreneurs peuvent aussi parler par l'intermédiaire de votre chaîne. Et donc s'adresser, créer eux-mêmes leur propre image et développer leur commerce et leur activité. Alors on vous retrouvera, je leur dis tous les mois, mais commençons par le début, parce que c'est vrai que c'était la loi Novelli sur les auto-entrepreneurs, et puis les choses ont un petit peu évolué. On dit toujours auto-entrepreneur ou on dit micro-entrepreneur, parce qu'il y a un petit débat de sémantique.
On dit auto-entrepreneur. En fait, l'URSSAF a remis ce mot et a remis effectivement ce qualificatif. Il est pour moi extrêmement important. Micro-entrepreneur, c'est une notion extraordinairement dévalorisante. Micro, c'est petit. Donc, alors, en réalité, c'est vrai, un auto-entrepreneur, il est petit, mais c'est pas la peine déjà de le qualifier avec ce discriminant. Donc ça, c'est important. Les mots ont un sens. Pour vous, ce sont des chefs d'entreprise, même si l'entreprise est parfois unipersonnelle, simplement gérée par une seule personne. C'est quoi le portrait robot de l'auto-entrepreneuse ou de l'auto-entrepreneur ? Alors d'abord, et vous avez raison de le signaler, il est quasiment autant femme que homme. Et ça, c'est très bien. Premièrement, il est plutôt jeune, il a moins de 40 ans. Et il provient, à la différence de plein d'autres pays, ce ne sont pas des travailleurs de première ligne qui deviennent des indépendants. En France, ce sont souvent des gens qui sont cadres, jeunes, et pour qui le salariat n'est pas une fin en soi. Et donc, en réalité, on a aujourd'hui 3 grandes familles. Ceux qui l'exercent à titre exclusif, ceux qui l'exercent en le cumulant avec une autre ressource, un autre revenu, une autre activité, et ceux qui l'exercent à titre alternatif. Et donc, toute cette population, aujourd'hui, c'est 2 800 000. C'est 800 000 auto-entrepreneurs créés en 2021. C'est donc un vrai phénomène, une lame de fond. Et c'est très important. François, alors ensuite, ils font toutes les activités de service. Ils sont très majoritairement des professions libérales à 70%. Ils sont une quinzaine de pourcents artisans, quinzaine de pourcents commerçants, mais ils sont plutôt des prestataires de services dans des domaines les plus variés. Et là, c'est là qu'on voit le génie humain. Il y a des tas d'activités nouvelles que même moi, je regarde ça, je me dis, mais comment ils vont inventer ça ? Et ça marche. François, tout de même sur le niveau de revenu et l'évolution de l'auto-entrepreneur, parce que vous évoquiez le portrait robot, ceux qui mènent une activité en parallèle et qui développent leur entreprise, ils deviennent auto-entrepreneurs. Combien franchissent le pas pour devenir, je dirais, des SARL, des SAS ? On dit souvent que l'auto-entrepreneuriat, c'est un peu l'antichambre de l'entreprise. Ils sont combien ensuite à évoluer ? Une trentaine de pourcents, en gros. En gros, il y en a 30% qui atteignent les plafonds. Et donc qui sont potentiellement en passe de changer. Ceux qui changent réellement, ils sont un peu moins nombreux parce que, évidemment, la complexité, ça fait peur. Et changer de mode, changer de régime, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'appelle de mes voeux l'idée qu'on puisse permettre à des auto-entrepreneurs de s'associer entre eux pour que, finalement, ce passage à l'entreprise deviennent une espèce de tremplin souple, facile, aisé. Et c'est toujours plus facile quand on est deux. Ça, c'est le premier point. Concernant le revenu moyen, il atteint aujourd'hui en moyenne, pour les 2 800 000, à peu près 10 000 euros par an. Alors évidemment, ce n'est pas tellement vu comme ça. Oui, mais il faut le rapporter à la moyenne du temps aussi passé. Par exemple, si vous prenez quelqu'un comme moi, je suis auto-entrepreneur, je n'y consacre que même pas 10% de mon temps. Donc en réalité, je rentre dans la moyenne des fameux 10 000 euros. Donc c'est vrai que c'est extraordinairement hétérogène, mais ce qui est formidable, c'est que c'est un enthousiasme incroyable. C'est motivant. Ce sont des gens qui sont jeunes, qui ont envie de faire, qui ont envie d'avancer, qui bouleversent des lignes. On change des lignes, on change de société. J'ai envie de dire, on change de monde. Il y avait l'ancien monde de l'entrepreneuriat. L'auto-entrepreneur, c'est une forme de nouveau monde. Merci François Hurel pour cette première chronique, pour nous donner envie, parce qu'il y a vraiment une passion chez vous qui vous anime autour de l'auto-entrepreneuriat, président de l'Union des auto-entrepreneurs. On vous retrouvera chaque mois, puis on parlera évidemment du statut et puis de certaines revendications, puisque évidemment il y a un certain nombre de sujets extrêmement concrets, les cotisations, évidemment le congé maternité, toutes sortes de sujets qu'on balayera ensemble tous les mois. C'est un vrai plaisir de vous avoir accueilli François Hurel. On termine notre émission. Merci à vous François. C'est la fin de Smart Job. On se retrouve évidemment demain. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. Xavier à la réalisation, Héloïse au son, Nicolas Juchat évidemment, et puis toute l'équipe, Carla pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.